Bonsoir. C'est un honneur, mais on n'arrête pas de le dire depuis quelques années. C'est un honneur et vraiment un grand plaisir de recevoir aujourd'hui, ici, dans cette salle du 14 ans, le réalisateur Costa Gavras, au moment de la restauration de 9 de ses films et de la sortie de ce coffret dont vous avez vu quelques extraits. On a tenu à les réunir pour ceux qui n'auraient pas tous vu ou ceux qui découvriraient aujourd'hui pour la première fois. Donc, la raison de cette visite, donc, c'est une synergie entre différentes personnes et institutions et partenaires qui travaillent ensemble depuis déjà longtemps. Tout d'abord, le 14A, ce cinéma dans lequel se passe le festival de cinéma depuis longtemps et dans lequel Costa Gavras était venu il y a 3 ans au moment de l'hommage que le Festival de cinéma espagnol avait rendu à son ami et co-scénariste et dialoguiste Georges Samprin. À ce moment-là, Costa Gavras, on lui avait donné une carte blanche sur le cinéma espagnol. Il avait fait ici la présentation de 3 films de 3 réalisateurs espagnols, Buñuel, Berlanga et Seurin. Donc le 14A, partenaire et puis partie importante pour cette rencontre, bien sûr, et pour la projection qui va suivre, la FNAC, avec qui nous travaillons depuis des années et qui est aussi à l'origine, je dirais, de cette rencontre. Et ensuite, l'Université de Nantes, où demain, à la faculté de langue, aura lieu une masterclass qui donnera lieu à une rencontre aussi avec quelques films que nous avons donc proposés de l'ensemble de ces 9 films. Ce sera aussi une rencontre différente. C'est à la faculté, mais c'est une rencontre ouverte à tous les publics. Donc n'hésitez pas, la faculté est accessible et il y a un tramway qui vous y amène. Donc voilà. Donc tout cela pour dire le plaisir que nous avons dans cette double rencontre. Et je vais donner la parole immédiatement à monsieur Emmanuel Larraz, qui est professeur à l'Université de Dijon et spécialiste et historien du cinéma. Bon, merci Pilar. Donc c'est grâce au cinéma et grâce au Festival de cinéma espagnol de Nantes que j'ai pu rencontrer Costa Gavras, que j'admirais. Le mot est justifié, que j'admirais depuis longtemps. Et donc j'ai pu le rencontrer ici. Je me souviens qu'à l'époque j'avais employé le mot de maître, il avait protesté, mais il était entièrement justifié. Donc je suis très, très heureux. Je ne suis pas spécialement tendu. J'aimerais être à la hauteur. J'ai pris quelques notes, mais enfin, j'espère que je n'oublierai pas. Mais l'essentiel, c'est que nous rappeler, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, que nous avons ici l'un des plus grands réalisateurs, l'un des plus grands réalisateurs actuels. Personnellement, je me souviens d'avoir fait un cours à Louisville, Kentucky, sur le cinéma français contemporain pour des professeurs américains qui enseignaient le français. Et le premier film que j'avais choisi, c'était L'Aveu. Non, c'était Z. C'était Z. L'Aveu, c'était Z, en fait. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'était un film typiquement français, avec un réalisateur franco-grec, un scénariste franco-espagnol et un grand acteur franco-italien. Voilà. Donc les Américains, ils avaient trouvé ça. Et en plus, évidemment, c'est un très grand film. Évidemment, là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est très difficile de faire des films dits politiques, des films engagés, qui arrivent au grand public et qui soient, de ce point de vue, efficaces. Et récemment, je viens d'écouter une interview de Costa Gavras, et il a rappelé quelque chose qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur, et qui est que je pense, et apparemment il pense la même chose, donc c'est quand même rassurant, qu'il est très important que dans les œuvres cinématographiques, et comme dans la vie, dit-il, il y ait de l'humour.
Or, justement, j'avais... voilà, bien sûr, en effet. Et c'est très difficile d'arriver à transmettre cela. Et en revoyant personnellement les films ces jours-ci, j'ai par exemple été absolument émerveillé. Il y a une séquence qui, je pense, est l'une des plus grandes séquences du cinéma, qui est dans L'Aveu, un film vraiment sombre. Eh bien, il y a une séquence où on ne peut pas s'empêcher de rire. Et il sait très bien laquelle. Donc, j'ai hésité, justement, quand j'ai fait la sélection pour 3 extraits cinématographiques pour la séance de demain. Personnellement, moi, je serais très content que la plupart des spectateurs qui sont ici ce soir viennent demain à l'université. Parce que des fois, il y a pas assez de correspondance entre l'université et la cité, comme l'on dit. Donc, il y a 3 extraits, ça serait vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est, pour moi, c'est une marque supérieure de l'expression artistique. Arriver à intégrer l'humour. Et de ce point de vue, nous avons, je sais, Costa Gavras et moi, modestement, une grande admiration, par exemple, pour Louise Buñuel. Louise Buñuel qui a toujours mis de l'humour dans ses films, même les films les plus graves. Et donc c'est l'un des aspects que je voudrais souligner ici. Ensuite, il est très difficile également de faire des films profonds et qui en même temps arrivent au grand public. Voilà. Il a beaucoup insisté dans toutes les interviews, et il y a un livret qui est avec le coffret, d'Edoui Plenel. Enfin, il y a également l'interview, mais là c'est très important. Il dit bien justement qu'il ne faut pas oublier que le cinéma est un spectacle, évidemment. Donc, il faut que le public reste, soit accroché. Mais pour cela, évidemment, il faut être un bon cinéaste, savoir comment intéresser les gens. L'une des choses qui me semble remarquable aussi, c'est la direction d'acteurs. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, les acteurs ont eu beaucoup de prix, dans ces films. Et bon, il va parler. Je vais lui laisser la parole. Ne vous inquiétez pas. Également, une réflexion. Il y a 15 jours, j'étais déjà à Nantes pour un colloque sur García Lorca, et sur l'importance de l'image. Il est clair. Avec Costa Gavras, on se rend bien compte, il est conscient, évidemment, de l'importance de l'image. Je pense que, il y a longtemps qu'on connaît l'importance de l'image, mais c'est dans les années 20, les surréalistes en particulier ont bien vu l'importance de l'image. Il y a un livre intéressant de Régis Debray qui s'appelle « Le stupéfiant image », l'image comme une drogue. Donc, on peut en faire des usages néfastes. Dans L'Aveu, par exemple, vous verrez qu'il y a à un moment donné, on montre qu'il y a du cinéma de propagande. Bien sûr, oui, voilà. Et d'un autre côté, évidemment, c'est la force de l'image, et la force du cinéma. Buñuel avait déjà vu, évidemment, dans les années 20, que le cinéma avait un pouvoir hypnotique. Jean Epstein également, avec qui il avait commencé à tourner. Donc, au cinéma, on peut manipuler les gens. On peut s'en servir pour la propagande. Mais on peut également utiliser le cinéma pour essayer de diffuser, comme a dit souvent Costa Gavras, l'esprit de résistance. Je pense que c'est une constante dans toute son œuvre. L'amour de la liberté, ce sont des grands mots. Mais la force de ces films, c'est qu'ils partent toujours de la vérité. Vous voyez, il dit, et en particulier, là je l'ai recopié, bon, j'aurais pu mémoriser, j'arrive encore à mémoriser 2 ou 3 lignes, mais au début de L'Aveu, il dit bien, toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, n'est pas le fait du hasard. Elle est volontaire. Elle est volontaire. Vous voyez, il part de la réalité, il montre des faits qui sont incontestables. Et à partir de là, évidemment, il y a une dramatisation, il y a une mise en scène, et
Et c'est là, évidemment, qu'il y a tout l'art du cinéaste, que, comme vous verrez ce soir, par exemple, dans Missine, ou si vous venez demain, comme je l'espère, à l'université, dans les extraits, ou lorsque vous verrez les films du coffret. Bon, je pourrais parler beaucoup plus, je vais peut-être laisser la parole. Non, juste un rappel de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est la sortie bien sûr de votre coffret. Alors évidemment, nous, ça nous a fait un plaisir immense de voir ce coffret. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, parce que j'ai jamais entendu, pourtant on en a reçu des réalisateurs, mais autant de personnes dire, encore ce midi, que vous avez accompagné notre enfance avec vos films, et que vous avez participé à notre éveil politique. Alors évidemment, moi j'étais très jeune pour vos premiers films, et surtout plutôt au milieu des années 70 en tant que lycéen, mais pas seulement d'ailleurs comme éveil politique, mais en tant que formation de citoyen, c'est-à-dire cette ouverture qu'on a eue, c'est en grande partie grâce à vous. Et cette période-là était décisive pour nous, comme dans toute formation de jeunes, et vos films qu'on retrouve, le coffret est splendide, parce que bon, on peut les voir tous les uns après les autres, ils sont accompagnés, donc, comme disait Manuel, de ce petit livret, cette analyse très intéressante d'Edoui Plenel de votre cinéma, et puis les 3 heures d'entretien qu'il a eu avec vous, où alors vraiment c'est une analyse, on va décortiquer film par film, et c'est très très intéressant, ça dure 3 heures, je crois qu'il faut absolument le voir. Et alors, quand on voit ce coffret, et en plus avec le recul maintenant, on voit une fantastique cohérence dans votre filmographie, au moins dans cette première partie de votre œuvre, c'est-à-dire sur les 9 films, à part 2, qui sont le premier, qui est un polar, qui est le film qui vous a mis le pied à l'étrier, et puis Clair de femme. Les autres, c'est vraiment les films politiques. Elle est vraiment 7 films politiques. Et bien sûr, vous avez gagné, j'allais dire presque ce label de cinéaste politique, mais pas dans le sens bien sûr militant, dogmatique, mais ce fil conducteur qui est un petit peu se battre contre l'arbitraire du pouvoir, mais où qu'il se trouve. C'est-à-dire que la différence avec d'autres, c'est que vous, peut-être, je pense à Francesco Orsi, par exemple, en Italie, qui suivait un peu la même démarche que vous, avec un cinéma, notre maître du genre dans le film politique, Main basse sur la ville, Cadavres exquis, L'affaire Mattei, Cadavres exquis, qui est un excellent film avec Lino Ventura. Mais ce cinéaste italien se cerne à la réalité italienne uniquement. Vous êtes le cinéaste sans frontières. Je crois que il me semble que c'est aussi votre marque de fabrique. C'est-à-dire que vous allez poser votre caméra où, dans n'importe quel endroit du monde où effectivement il faut combattre l'arbitraire du pouvoir, que ce soit dans la Tchécoslovaquie stalinienne, dans le sud des colonels, dans la dictature des colonels, ou alors bien sûr en Amérique latine avec ses dictatures. Alors là arrive un petit peu la question que je vais vous poser. Et quand vous êtes venu il y a 3 ans, je n'avais pas osé vous poser la question, maintenant je vous la pose. Et quand je vois le coffret, maintenant, j'ai un regret, presque une frustration, je vais vous le dire, un regret. C'est-à-dire, bien sûr, ce que vous défendiez, vous étiez le pourfendeur de ces dictatures, de ces dictateurs autocrates, etc. Et puis, en plus, vous vous êtes associé, pas seulement professionnellement, mais c'était un ami à un grand monsieur que nous aimons beaucoup, nous les hispanistes, qui est Jorge Semprún. Donc scénariste, écrivain, mais aussi un homme d'action. C'est un homme qui a été quand même militant, clandestin, communiste dans les années 50, donc qui a risqué sa vie. C'est-à-dire que cette association était fantastique, et on pouvait s'attendre à un film sur l'Espagne franquiste. Et ce film n'est pas venu. Alors ma question, c'est, est-ce qu'à un moment, il y a eu un projet, ou l'ébauche d'un film sur le franquisme avec Jorge Semprún? D'abord, je voulais vous remercier pour votre accueil. Je voulais aussi dire que chaque fois que je viens ici, je suis vraiment accueilli d'une manière formidable à votre ville, à Nantes. Et cette fois-ci, c'est a une particularité. Je ne suis pas venu présenter un film ou participer au festival, mais présenter un coffret avec 9 films. Donc c'est tout à fait particulier et spécial. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais je voudrais quand même répondre à votre question. On avait avec Georges un grand projet à la fin, pas à la fin, plusieurs fois. À un moment donné, on a voulu faire un film sur un sujet
dans la grande histoire du Basque. Voilà. Et puis Georges était ministre à l'époque de la culture en Espagne, on ne pouvait pas le faire. Et les dernières années, on discutait beaucoup sur un film à faire, comme on a fait avec Georges, 2-3 films sur des vraies histoires. J'avais dit un jour, il fallait qu'on réfléchisse à un film, comment on fait une vraie histoire. Parce qu'une vraie histoire a ses particularités, c'est-à-dire le temps dans lequel elle se développe, le nombre de personnages qu'on ne peut pas utiliser dans le film, ni le temps d'ailleurs, et qu'on réduit ça à 1h30, 2 heures, plutôt 2 heures et 2 heures et demie maximum. Donc on fait des choix. On s'est toujours dit avec Georges, on fait des choix où on respecte l'éthique des personnages et l'éthique de situation. Mais il faudrait essayer d'expliquer ça, par quelle voie on passe. Et à force de discuter, on avait décidé de faire une histoire sur Malraux, quand il faisait l'espoir en Espagne, et on avait tous les éléments qu'il fallait pour voir pourquoi il a choisi telle ou telle chose, et comment il a fait ce film, et en même temps, fait une réflexion sur notre problème à nous, à travers Malraux, et voir aussi comment la guerre d'Espagne a évolué, et comment Malraux, à la fin, il a quitté l'Espagne, est arrivé en France, en se séparant totalement du Parti communiste, auquel il a beaucoup cru pendant une certaine période. Donc on travaillait sérieusement là-dessus, on avait décidé d'attendre que Georges ait fini un livre qui était en train, même 2 livres. Georges, parfois, il travaillait sur 2 livres, pour finir le livre qu'il faisait, et travailler aussitôt après. Pendant cette écriture, il est tombé un peu malade, il m'a dit, bon, je vais à l'hôpital, parce qu'il avait un problème de dos, et à la sortie et à la fin du livre, c'est-à-dire dans 2 ou 3 mois, on va commencer à travailler. À l'hôpital, on a découvert qu'il avait une tumeur au cerveau. Voilà. Georges n'a pas survécu à cette tumeur, et là, ce projet est resté comme ça, suspendu. Et je pense toujours à revenir à ce projet, mais il faut quand même trouver quelqu'un aussi qui connaissent aussi bien la guerre d'Espagne, aussi bien tout cela pour pouvoir faire le film, parce que je pense que c'est un film nécessaire précisément pour expliquer comment on fait un film sur une vraie histoire, ce qui n'est pas une chose aisée, et c'est qui est même d'une grande difficulté, surtout faire pas seulement un film, mais faire aussi une sorte de spectacle, parce que l'espoir aussi c'est un spectacle, c'est un film formidable. On peut parler longuement là-dessus. Voilà le projet qui n'a pas été fait avec Georges, malheureusement. Il n'y a pas eu, par exemple, son ouvrage Autobiographie de il n'y avait pas de tir éventuellement à faire quelque chose de cette vie de militant clandestin pendant le franquisme? Il y avait matière, mais moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était l'aveu et ces films-là que j'ai fait. Ça a été à peu près à la même époque. Donc, j'avais un intérêt différent. Mais il faut dire que Sanchez, ça a été fait aussi d'une certaine manière. Georges avait fait son premier film avec Alain René. Voilà. Donc c'était mélanger un tout petit peu les choses, il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Moi j'avais envie, mais j'ai plutôt envie de vous entendre que de parler d'un des films qui, moi, dans cette série de films que vous présentez là, me touche particulièrement, pas parce que c'est le premier film politique, mais parce que je pense que le cinéma dit autant sur l'histoire que le cinéaste raconte que sur ce que le spectateur vit à chaque instant qu'on voit ce film. Et Z, pour nous, il parle beaucoup de l'Espagne franquiste, il parle aussi de la Grèce, il parle d'autres régimes totalitaires, fascistes, etc. Il parle du rôle des militaires, mais je voudrais vous entendre parler, vous, sur comment ce film s'est fait, quelle est l'origine de ce film, où a eu lieu le tournage, etc. Non, ce film a été fait parce qu'il y avait un livre d'abord. Non, d'abord pour prendre l'histoire, parce qu'il y avait un juge qui se comportait formidablement bien. Il a accusé et presque mis en prison, des militaires et des policiers. Donc un écrivain grec avait écrit ce livre, Vassilikos, et ce livre est arrivé entre mes mains à travers mon frère qui connaissait bien Vassilikos. Bon. Et puis je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, etc. Et puis quelques jours après a eu lieu le coup d'État en Grèce où les militaires prenaient le pouvoir. Et tout le monde, évidemment, c'était une grande émotion partout. Il y avait des manifestations, des pétitions, il y avait des sittings devant l'ambassade grecque. Et moi, j'ai pensé qu'il y avait là une matière pour faire un film. Parler de cette histoire, j'en ai parlé à Georges Saint-Prin. Il connaissait un peu l'histoire. Je lui ai traduit les grandes lignes du livre.
parce qu'il était un grec, et on a décidé de faire le scénario immédiatement, un tout petit peu comme on écrit sur le mur, à bas les colonels. Voilà. Dans cet esprit, on écrit le scénario avec cette volonté, avec cette passion même, et on a, je dois dire qu'on a fait le scénario presque en 6 semaines, ce qui est très rare. On l'a adapté très vite en s'isolant chez une maison de campagne d'amis, et après, on a fait lire à des acteurs en montant à Trintignant, à Perrin, à Dux, enfin tous ces gens-là, et ils ont tous accepté de le faire. Et ils ont dit, voilà, il faut le faire absolument, et on peut même le faire sans être payé si vous ne trouvez pas l'argent. Et on ne trouvait pas l'argent. On a cherché partout, on ne trouvait pas l'argent, on ne trouvait pas le lieu pour le tourner non plus. Il fallait une ville méditerranéenne. Les villes méditerranéennes françaises, elles sont trop belles, trop françaises, on ne peut pas le faire. J'ai essayé des Italiens producteurs, ils disent non, on ne va pas faire ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas un personnage central qui court tout le long du film, il n'y a pas, les personnages se succèdent, et puis on n'a pas le temps de s'y reconnaître, comme ça arrive dans les films, enfin, toutes les choses négatives pour un film. Bon. Et puis, un jour, j'appelle Jacques Perrin, je lui dis que Jacques, je commençais par lui, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, je lui dis, écoute, on ne fait pas les films, j'en avais déjà parlé un peu à mon temps. Et Jacques me dit, écoute, est-ce qu'on peut... on ne trouve ni l'argent ni la ville. On avait, ceci dit, ce qui est formidable en France, un peu d'argent du Centre national du cinéma, parce qu'il y a une commission qui lit les scénarios, et si au bon scénario, il octroie un peu une petite somme. Ce qui est en fait très important, parce qu'en même temps, c'est label de qualité. Alors, Jacques me dit, est-ce qu'on peut le faire à Alger? Je lui dis, je ne connais pas Alger, allons voir. On est allé voir Alger, et immédiatement, je me suis dit, on peut le faire ici, en choisissant les beaux angles, les bonnes rues, etc. Et alors, on a donné les scénarios à lire au ministre de l'information qui était responsable, et il nous a donné l'autorisation. Mais j'ai appris beaucoup plus tard, il n'y a pas longtemps, il y a, je ne sais pas, quelques mois, que finalement, ça n'était pas passé comme ça. C'est que quand lui, le ministre de l'Information, a lu le scénario, il a dit à Jacques et ses amis qui lui ont présenté, c'est pas possible ces films. C'est des colonels qui prennent le pouvoir, c'est notre histoire. Voilà. Et alors, ils ont donné le film, paraît-il, à Boumedienne, qui était le président à l'époque. Et Boumedienne a eu la même réaction. Il a insulté l'acteur Ramina, qui était un metteur en scène assez connu. Il lui a dit, tu me présentes ce film qui parle de nous, qu'est-ce que vont dire les gens? Et puis après, il lui a dit, non, on va le faire parce que ça n'est pas nous. Nous, on est des révolutionnaires, on va montrer que ce n'est pas nous qui faisons des... Voilà. Et le film a été fait comme ça, et on nous a permis de tourner partout, avec une grande facilité, sans nous donner l'argent, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Mais quand même, avec les lieux trouvés, les concessions qu'ont fait les acteurs, etc., on a réussi à faire le film rapidement, et dans un style que je voulais beaucoup, un peu presque documentaire, grâce à Raoul Couta, le chef opérateur. Et on a fait le film, et le film... Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on avait invité des journalistes, comme on fait toujours pour les films, pour venir faire un article, pour que le film soit présent, comme ça, avant sa sortie. Personne n'est venu. Personne n'est intéressé. Le film est sorti, il ne marchait pas. Première semaine, très peu. S'il avait été aujourd'hui, on l'aurait sorti de l'affiche. Et puis, seul Mukeli, il s'appelait Hercule Mukeli, distributeur corse, il me disait... Attendez, ne vous inquiétez pas, attendez. C'est vrai, la deuxième semaine à monter, les troisième semaines à monter plus, et puis après, ça a été joué à Paris pendant 44 semaines, et les gens applaudissaient à la fin, c'est devenu un phénomène. On était stupéfaits naturellement, on ne s'y attendait pas du tout à ça, et le film, c'est devenu un phénomène pas seulement en France, mais aussi un peu partout dans le monde. On m'appelait du Canada, on me disait, ah, c'est formidable, ton ministre, ton général ressemble à notre ministre de l'Intérieur ici, qui est un salaud, voilà, des trucs comme ça. C'est-à-dire, voilà, mais ça, c'est des choses qui nous rendent très heureux, mais c'est des choses qui ne sont pas prévues, qui ne sont même pas possibles à calculer ou même à imaginer. Voilà, c'est le miracle du cinéma qui arrive parfois. Les autorités... Voilà, si vous voulez, un petit synopsis de la naissance de Z. Je veux juste demander, les autorités françaises ne vous ont pas posé de problème que vous alliez tourner dans l'Algérie tout juste indépendante? Ça n'a pas posé de problème? Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire les films, surtout. Alors, c'est vrai que ça posait un problème, mais finalement, à partir du moment où ils ont accepté, tous les problèmes, c'était de faire ou de ne pas faire le film. Et on se trouve souvent devant ce dilemme. On dit tel film, bon, il n'y a pas que moi, d'ailleurs, d'autres metteurs en scène. Il y a tel gros capitaliste qui vous donne l'argent pour faire votre film. Vous acceptez ou pas? Ah.
alors on accepte. Je sais que beaucoup de collègues et moi-même, j'accepterai si je pense que le film est important d'être fait. Je pense plutôt du côté des autorités françaises. Les pays étaient en guerre il y a peu de temps, et le fait que vous alliez tourner là-bas en Algérie, ça pouvait être diplomatiquement être mal vu. L'Algérie, quand même, il y avait quelque chose d'intéressant. Ils venaient d'avoir leur indépendance. Ils avaient une lutte révolutionnaire pour avoir leur indépendance. C'est vrai aussi que si les Français leur avaient donné l'indépendance, il n'y aurait pas cette lutte depuis le début. Donc, il y avait là quelque chose de positif à l'époque en Algérie, même si le système, peu à peu, ce Boumedienne a tourné à être un système très très fort, très très répressif, etc. Voilà. Mais je vous répète, pour nous, ce qui était essentiel, c'est de faire le film. Juste dire que pour les Espagnols à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes Espagnols qui passaient la frontière et qui allaient voir à Biarritz, à Perpignan. Ça, absolument, oui, absolument. Pas uniquement le film porno, comme on lit souvent dans l'histoire du cinéma, mais vos films. Oui. C'était vraiment, il y avait un tourisme vert, un tourisme, disons, des antifranquistes, et ils retrouvaient dans ce film, il y avait des applaudissements pour certaines répliques, etc. Du coup, Jacques Perrin, comme c'est lui qui avait apporté le film, il fallait un producteur, il n'y avait pas de producteur. On lui a dit, bah, tu vas être le producteur. C'est comme ça que Jacques Perrin est devenu producteur, sans trop le vouloir, par devoir sûrement, et depuis c'est un des grands producteurs français. Alors, c'est lui qui me disait, mais il s'arrive des choses bizarres. Il me dit, à Perpignan aussi, il y a des chiffres extraordinaires, je ne sais pas d'où ils viennent. Alors il avait appelé, il lui dit, c'est des Espagnols qui traversent la frontière, qui viennent voir le film. Oui. Oui, c'est une information. Puis là, vous savez, Monsieur Costa Gavras, c'est vraiment un mythe en Espagne. Peut-être plus qu'en France. C'est vrai. Hein, et je crois qu'il a été nommé docteur honoris causa récemment à Madrid, oui, paraît-il. Oui, à l'université de... J'ai porté ces chapeaux extraordinaires, cette tenue comme ça, extraordinaire. Il est vraiment... Non, c'est très honorifique, très sympathique, mais quand on voit des photos, on n'est pas à l'aise. Hein. Oui. Ça fait rigoler beaucoup mes petits-enfants, croyez-moi. Et là, on parlait de Z. Quand on revoit le film, maintenant, des années après, comment vous traitez le sujet? On parlait de l'humour. Et c'est vrai qu'à l'époque, peut-être on ne s'est pas vraiment rendu compte, mais vous avez un ton particulier, parce qu'évidemment, c'est un sujet tragique. Et je pense à la scène, pas la scène finale, juste avant, c'est-à-dire la mise en accusation par le juge. Là c'est fantastique, parce que d'un seul coup, on n'est plus dans la tragédie grecque, c'est pratiquement la commedia dell'arte, où alors chacun est accusé, il va ouvrir la porte, il n'y arrive pas, il revient, et là il y a une espèce de tourbillon comique absolument extraordinaire, vu la gravité du sujet. Et avec le point d'orgue magnifique, c'est quand Jean Perrin demande, qui est journaliste, demande donc au général qui vient d'être mis en accusation et lui dit « Vous pensez que c'est une erreur judiciaire comme l'affaire Dreyfus ?» Et il répond « Dreyfus était coupable ». Et ça c'est une réplique, on rit encore. C'est pas une réplique qu'on a inventée, moi et Georges aussi, on a beaucoup hésité, vous savez, pour mettre cette réplique, parce qu'elle était dans le livre. J'ai appelé en Grèce, j'ai réussi à voir ici, à Paris, dans l'école des études... des études supérieures, je ne sais pas quoi, tous les journaux grecs. Et j'ai trouvé dans les journaux grecs. Et je l'ai vérifié par des gens aussi qui ont vécu cette histoire-là. Absolument. Je ne pouvais pas appeler les juges parce qu'ils étaient en prison. On ne pouvait pas les contacter. Enfin, mais le comique dans le film, pour moi, ça n'est pas les répliques. Bon, celle-là est particulière parce qu'elle a existé. Et qui a montré la bêtise de ces personnages qui étaient des misérables, qui ont pris le pouvoir en Grèce, soi-disant pour sauver la Grèce du communisme. Or, à l'époque, le communisme était déjà un tout petit peu sur le déclin. Non, ils ont pris le pouvoir pour empêcher la gauche de venir au pouvoir. Elle est venue après, d'ailleurs. Bon. Mais le comique, c'est quoi? Le comique, il faut que ce soit un comique des situations, pas un comique de phrases, de paroles. Si les situations créent le comique, c'est très bien. Alors, il ne faut pas non plus chercher les situations pour faire du comique. Mais il y a une scène dans le film, puisque vous en parlez, c'est Bouzoufi qui est chargé d'assommer un témoin qui est Georges Géret, et il est entré à l'hôpital où est Georges Géret, et il arrive à sa pièce, à sa chambre, pour l'assommer avec un gros bâton. Et puis il y a Jacques Perrin, là il y a le journaliste. Et du coup il s'aperçoit qu'il est vu par le journaliste, il part en courant. Mais il s'était mis un plâtre à la jambe, et il court vraiment comme un lapin avec un plâtre à la jambe. Voilà. Là c'est une vraie histoire et ça fait comique. Mais ça n'a pas ni inventé, ni un comique de parole. C'est quelque chose qui sort du spectateur par l'absurdité de la situation. Tout à fait.
On a appris ça, vous savez, avec Charlie Chaplin, avec le cinéma muet, vous comprenez là. Si l'humour est tellement fort sur cette scène que quand on le revoit, c'est une fin jubilatoire, parce qu'on se dit, ça y est, le juge les a eus, il les a tous eus, qu'on a presque oublié la fin. C'est-à-dire qu'on arrive les derniers plans et qu'en fait, non, c'est dramatique, tout est raté, finalement on a tout raté, et on a oublié à la fin. Et c'est en revoyant, exactement, le bout de pratiquement, c'est en revoyant le film. Non, finalement, c'est pas si jubilatoire, mais on a gardé la force de cette scène, ce qui est assez amusant. Oui. Parce que là, tout le monde me dit, il faut finir le film là avec Généraux. J'ai dit, mais non, ils ont pris les pouvoirs après. On ne pouvait pas finir là parce que c'était les moments, pour les Américains, c'était les moments le plus élevés. Mais c'est là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même, quand il y a des vraies histoires, rester dans l'éthique, dans la réalité de la vraie histoire. Donc, la vraie histoire, c'est que malgré les juges, malgré l'accusation de ces officiers de l'armée et de la police, eh ben, les colonels ont pris les pouvoirs. Mais c'était ça la réalité de l'histoire. Mais ils étaient comiques involontairement par toutes les choses qu'ils interdisaient. Hein, c'est ce qui... Non, ils étaient absurdes. Et moi, j'ai voulu montrer aussi le côté ridicule de ces personnages. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, ils voulaient vraiment sauver la Grèce du communisme, qui était une absurdité totale. La Grèce n'avait aucun risque de devenir communiste à l'époque, parce que le Parti communiste était très faible et que les Grecs n'allaient pas dans cette direction-là. Oui. Bon, sur l'aveu, l'aveu, bon, c'est vraiment... Je crois que c'est un film qui a une portée extraordinaire, évidemment. Là aussi, si vous voulez un souvenir personnel, je l'ai vu un samedi à Aix-en-Provence. Hein, et je suis allé m'asseoir sur le cours Mirabeau pour récupérer, parce que c'était vraiment très très fort. C'est un film, c'est un des souvenirs les plus forts de ma vie de spectateur de cinéma. Hein, et après, donc, je l'ai revu, et j'espère que vous le verrez, que vous le reverrez. Et vous pourrez constater d'abord l'importance qu'a eu la guerre d'Espagne dans l'histoire du XXe siècle. Vous verrez que, par exemple, il y a les brigades internationales, évidemment, jusqu'à un certain point, le XXe siècle s'est joué pendant la guerre d'Espagne. Il y a eu les premiers procès. Hein. Après, il y a eu les camps. Donc, c'est un film d'une richesse extraordinaire. En même temps, il y a un effet, à un moment donné, un moment où on ne peut s'empêcher de rire. Il y a également une part de mystère. Hein, ça aussi, c'est les très grandes œuvres. Il y a une part de mystère parce qu'on peut se demander pourquoi il y a eu tout d'un coup ce dérapage. Hein, ce dérapage, tout d'un coup, cette machine a commencé à tourner et exiger des aveux. Il y a une petite allusion au fait que Staline était ex-séminariste, par exemple, c'est une piste. Non, parce que ça peut être en rapport avec l'Inquisition. L'Inquisition exigeait également des aveux et forçait les gens à se reconnaître coupables également. Donc voilà. Oui, pour vous. Là où ressemble la politique de Staline ressemble un tout petit peu à l'Inquisition, c'est que l'Inquisition sentait à un moment donné que le christianisme ne prenait pas aussi bien dans le peuple, qu'il y avait d'autres tendances, et que tout d'un coup, ils ont voulu prouver que ceux qui allaient vers d'autres tendances religieuses étaient des sorcières, des sorciers qu'il fallait les faire avouer ou alors les éliminer. Mais Staline, pourquoi ces procès, qui étaient des procès retentissants, qui ont eu lieu dans plusieurs pays, c'est parce qu'ils sont aperçus, surtout après la guerre, il y en a eu avant. Il y avait les procès des blancs de blouses blanches. Mais après, ils sont aperçus que, surtout au début des années 50, que le système communiste ne marchait pas très bien et qui ne donnait pas les résultats qu'ils espéraient et qu'ils avaient promis. Alors, pour prouver que ce n'était pas de la faute du système, c'est de la faute de ceux qui dirigeaient le système parce qu'ils étaient des agents de l'Amérique, du capitalisme. Mais alors, pour cela, il fallait prendre des personnages très haut élevés, des ministres, comme le premier secrétaire du parti en Tchécoslovaquie, et leur faire avouer des crimes qu'ils n'avaient naturellement pas commis. La plupart d'entre eux, naturellement, étaient juifs en plus, donc des cosmopolites, donc plus facile à être manipulés. Donc, ils les mettaient en prison, et peu à peu, sous la pression, sous la torture, pas la torture physique, mais surtout sous la torture psychologique, et surtout utilisant aussi leur, leur amour au parti, leur adhérence totale au parti. Ils finissaient par avouer, avec la promesse naturellement qu'après, on va sauver les partis et vous serez libérés, vous ne serez pas... Ils les exécutaient quand même, voilà. Et si, dans cette histoire-là,
London, montant dans le film, a réussi à être sauvé, c'est parce qu'il était marié avec Lise, qui était française, d'origine espagnole, mais française, et dont le beau-frère était un des dirigeants du Parti communiste. Donc je pense, sans avoir des preuves précises, mais London me l'avait suggéré, ils avaient beaucoup insisté, et que le Parti communiste ne pouvait pas accepter qu'un des leurs, enfin que quelqu'un si proche, soit exécuté. Et London a écrit son livre au fur et à mesure, après le procès, quand il y a eu un peu de temps, il a pu écrire avec vraiment, dans quelques feuilles de papier, avec une écriture super minuscule, et il a pu sauver ses pages, et il a écrit ce livre de 500 pages, qui était vraiment un livre formidable, où il expliquait le mécanisme, et les raisons, et tout cela. C'est ça qui nous a... quand j'ai lu ce livre, j'étais en train de monter Z, j'ai lu le livre et j'ai appelé Georges tout de suite. Il me dit, pas seulement je connais l'histoire, mais un des exécutés, c'est quelqu'un avec qui j'étais dans les camps de concentration. Et je savais très bien que ce type-là ne pouvait pas être un espion. Il était tellement bien comme personnage. Bon, alors on a décidé de faire le film. J'ai appelé Montand qui était en Amérique, qui tournait un film avec Barbara Streisand. Je lui ai dit, voilà, on veut faire avec Georges ce film. Est-ce que tu es avec nous? Il m'a dit, absolument. Si vous êtes tous les deux là, on le fait ensemble. Mais on a fait comme ça l'aveu. Et il a fallu vraiment que Montand vit cette vie de prisonnier qui avoue peu à peu, phrase par phrase, et qui maigrit au fur et à mesure. Il a fallu qu'on tourne le film d'abord en continuité de manière qu'il puisse maigrir, ce qui est rare c'est très onéreux et très difficile à faire dans des films. Mais aussi, on a pu le faire aussi. D'abord parce qu'il y avait Z qui avait marché entre-temps et que ça nous a donné la facilité de le faire, mais aussi la conviction profonde de Montand et de Georges qu'il fallait absolument qu'on fasse ce film. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, le film, on devait le faire en Tchécoslovaquie. Il y avait un accord avec les Tchèques pour le faire sur place, avec sur les mêmes conditions. Et puis un jour, le responsable du cinéma tchécoslovaque m'a appelé. Je l'avais vu, j'avais été sur place voir les studios et tout cela, et il m'avait d'ailleurs donné beaucoup d'éléments du procès qu'il avait. C'est comme ça qu'on a pu reconstituer et les dialogues du procès en dehors de l'apport de London, et aussi les lieux, et comment les personnages étaient, etc., et installés. Et c'est vrai qu'il m'appelle, me dit, on ne peut plus le faire ici, les Russes serrent la vis, on n'a qu'une liberté, faites-le quand même, et il faut absolument le faire. Et on l'a fait à Lille et à Tourcoing, parce que l'architecture ressemble un tout petit peu à celle des pays de l'Est. Et on a fait les studios à Paris en reconstituant les tribunaux d'ailleurs exactement comme il était dans le vrai procès. Et juste sur la réception de ce film au sein du Parti communiste, comment le Parti communiste et la presse communiste? Non, la réception de ce film était un tout petit peu, comment dirais-je, voilà, pour résumer, ils ont écrit la première critique, c'était d'un livre communiste, on a fait un film anticommuniste. Et puis après, on a dit aussi des choses, que nous avions trouvé une filière, un filon plutôt, pour trouver de l'argent. Z a marché très bien, maintenant on fait des films politiques, c'est une fois à gauche, une fois à droite. Enfin, il y a eu ce genre d'accusations, mais bon, c'est un tout petit peu le lot des choses qui arrivent parfois quand on fait un film, quand on touche à ça. Mais c'est vrai que pendant des années, le parti était contre, jusqu'au jour où il y a eu le dossier de l'écran. Peut-être certains d'entre vous, les plus anciens, se souviennent de cette émission. Et le film est passé au dossier de l'écran. Il était invité London, Élise, sa femme, et M. Canapa, qui était un dirigeant du Parti communiste. Le film se termine, on voit les trois participants, et Canapa commence à dire, voilà un film que le Parti communiste aurait dû avoir produit. On était avec Montand, Signoret, Chris Marker, etc., des amis regardant l'émission. Montand a hurlé comme ça, il aurait tué s'il avait sous la main, il l'aurait boxé. Mais bon, mais il est vrai aussi que quelques temps après, Marchais, le secrétaire général du parti, en parlant, Georges Marchais, a dit non, c'est quand même un film anticommuniste. Voilà. Vous savez, il y avait quand même à l'intérieur du parti une sorte de débat. Je suis par la suite très très fort, et personne ne savait à la direction, comment manipuler cet objet qui était un objet très difficile. Hein. C'était le début de l'eurocommunisme aussi, donc il y était un peu plus d'ouverture dans les partis communistes. La tendance Berlinguer, Italie, qui commençait à ouvrir un petit peu. Donc le film était un peu plus accepté. C'était les problèmes du Parti communiste, on peut le dire aujourd'hui, c'est que
son attachement, son obéissance aveugle complètement à l'Union soviétique a fait qu'il y avait ces genres de positions d'un côté ou de l'autre. Et c'est, à mon avis, c'était aussi une des raisons de ça, des raisons pour laquelle il a périclité, malheureusement. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de communistes, vous savez, parmi les techniciens du cinéma. On a travaillé beaucoup avec ces gens-là qui étaient formidables, des formidables techniciens et de bons citoyens. Et alors, quand on essayait de dire un mot sur l'Union soviétique, on avait automatiquement des ennemis. C'était cette espèce de croyance absolue pour ce pays qui était une épouvantable dictature, on le savait tous, et ils ne voulaient pas changer d'opinion là-dessus. En dehors du parti, on ne pouvait pas avoir raison, on disait à l'époque. C'est ça, en dehors du parti, on ne peut pas avoir raison, etc. Ils en ont fait, j'ai peur qu'ils en ont fait une sorte de, comment dire, une religion. Voilà, une religion où il y avait l'infaillibilité. Oui, je dois dire, c'est la preuve d'un courage de la part de ceux qui ont traité ces sujets, parce qu'il est plus facile de traiter un autre sujet que celui-là. Non, il est vrai. Il faut un certain courage, si. Pas physique peut-être, mais enfin, il faut un courage. C'est un sujet dérangeant. De même qu'il est très... Enfin, il y a peu de films en France sur la collaboration. Pour revenir par exemple à Section Spéciale, qui est un film... Non, mais on est quand même dans un pays libre. Oui. Dans un pays libre, on peut faire ce qu'on a envie de faire, le cinéma est libre, etc. Il n'y avait pas ni de censure, ni de pression. C'est vrai aussi qu'il y a eu des acteurs qui sont venus me dire, tu fais une mauvaise action, il faut pas... Des amis acteurs, il ne faut pas faire ce film, c'est un film, etc. Tu fais le jeu de l'ennemi, des fois, on emploie cette phrase. Oui, on fait le jeu de l'ennemi. La phrase exacte, c'était « on porte de l'eau au moulin de l'ennemi ». Voilà, c'est ça. Bon, avec ce principe-là, on ferme sa bouche et puis on ne dit plus rien, on ne fait aucune critique. Oui. Peut-être parler là on a parlé des grands films qui ont fait votre succès, L'Aveu, Z, d'énormes succès, j'allais dire planétaires. Ce serait bien de dire un petit mot des films peut-être qui ont eu moins de succès. Et je pense à Un homme de trop, et puis Section spéciale dont on parlait. Alors, d'abord c'est intéressant de le coffret, puisqu'il y a des films qui étaient introuvables. Un homme de trop, pour des sombres raisons de blocage de droit, on ne pouvait plus le voir. Donc là on a pu le revoir. Et finalement, bon, ce film avait reçu certaines critiques de certaines personnes, et je crois que vous l'avez dit vous-même dans certaines interviews, on lui avait reproché de ne pas représenter la résistance. C'est-à-dire ça représente pas, c'était pas comme ça. Parce qu'évidemment, il y avait une dynamique, il y avait une forme d'action qui, bon, ne correspondait pas tout à fait. Mais en le regardant à nouveau, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que c'est vrai qu'on ne voit pas la résistance peut-être telle qu'on nous l'avait présentée jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui apparaissent dans ce film qui sont intéressants. D'abord, le personnage, vous l'avez dit tout à l'heure, de Piccoli, qui correspond peu à cette image d'après Libération, où pratiquement tous les Français étaient résistants, et puis une petite partie avait collaboré. Et arrive ce personnage qui n'est ni dans un bord ni dans un autre, une sorte de martien qui est tombé à cette période-là, et qui tout simplement il veut vivre sa vie, qui ne comprend vraiment rien. Évidemment, c'est pas, on dirait aujourd'hui, politiquement correct de montrer ce personnage ici, qui ne s'est pas engagé. Seconde chose aussi, on voit un milicien, joué par Pierre Clémenti, mais un milicien à visage humain. C'est-à-dire c'était pas un salaud comme on le voyait. Exactement. Et le troisième point, qui là nous intéresse particulièrement nous ici, les républicains espagnols. Parce que ce sont quand même les grands absents de la libération de la France. On les a oubliés complètement, alors qu'ils ont été vraiment très très importants. Et je crois que, bon, regardez Paris, je crois qu'il faut attendre pratiquement l'arrivée d'Anne Hidalgo pour qu'on reconnaisse officiellement que les Espagnols ont largement contribué à la libération de Paris. Et là, on les voit également dans ce film. C'est-à-dire que c'est des choses qui, effectivement, et c'est un petit peu votre cinéma, c'est-à-dire vous montrer ce qu'on ne doit pas voir, aussi bien dans L'Aveu, c'est-à-dire comment on pouvait briser un homme à travers un système politique, et on retrouve également ça dans Section spéciale, c'est-à-dire vous faites un film sur quelque chose qu'on a voulu cacher, c'est-à-dire la France de Vichy, que des Français au plus haut niveau ont collaboré, ont dicté des lois scélérates pour fusiller d'autres Français, et que évidemment à l'époque c'était pas très très bien vu. Je crois qu'un an avant, 1974, sort le film de Louis Malle, La Combe Lucien, qui a été fraîchement accueilli aussi, pour les mêmes raisons, parce qu'on montrait un milicien qui n'était pas un salaud non plus, mais un pauvre gars qui était tombé du mauvais côté. Voilà, du mauvais côté. Alors ma question c'est ça, est-ce que ces deux films n'arrivent pas trop tôt, et que ça peut expliquer aussi pourquoi ils n'ont pas eu autant de succès que vos autres films avant?
Non, l'homme des trous est né d'une manière très, très, très particulière. Je ne vais pas raconter toute son histoire, mais moi, ce qui m'avait intéressé dans ce livre de Jean-Pierre Chabrol, c'est que il parlait de ces jeunes résistants, très jeunes, 18, 20, 22 ans, qui n'étaient pas résistants au départ. Mais il y avait cette loi qui disait qu'aller en Espagne, aller en Allemagne, et puis on va libérer des prisonniers français. Ce qui était faux d'ailleurs. Ils allaient en Allemagne, ils ne revenaient pas, les prisonniers n'étaient pas libérés. Bon. Et beaucoup de ces jeunes, très jeunes, partaient dans la montagne pour ne pas partir en Allemagne. Alors ils prenaient le vieux fusil du baba, le fusil des chasses, et ils se trouvaient dans la montagne, presque à ne rien faire, et ne sachant pas comment survivre, etc. Et peu à peu, ils avaient rencontré d'autres résistants, et ils risquaient leur vie naturellement tout le temps. Mais dans la montagne, ils vivaient un tout petit peu comme des très jeunes peuvent vivre dans la montagne, en rigolant beaucoup. C'était un western, voilà. Donc j'ai traité ces sujets comme un western. Alors, avec une scène au début où dans une prison ils doivent libérer des prisonniers, comme vous l'avez dit, ils libèrent un 13e prisonnier qui est Piccoli, qui est, ce qui m'avait intéressé beaucoup, l'idée de quelqu'un qui entre les nazis et l'autre côté les résistants, ils ne voulaient pas prendre position. Voilà, on a toujours dans notre société des gens qui disent moi ça ne m'égale pas, moi je ne fais pas de politique, je suis entre les deux, je vis ma vie, etc. Donc dans une période aussi dramatique, je pensais qu'on était difficile, sinon impossible, de ne pas prendre position. C'est ça l'histoire, parallèlement à ces jeunes qui vivent et qui finalement finissent par certains par se sacrifier pour libérer leur patrie, etc. Et le film est un film avec beaucoup d'action, il n'y a eu aucun succès, rien, zéro. Ni critique, ni public. Trop d'action, à l'époque on parlait beaucoup dans les films des résistants, c'est vrai que c'était la mode, c'était plus des résistants qui parlaient beaucoup comment on va refaire la France, que ça va être l'après, etc. Et puis parler de la politique, comme ça. Il n'y a pas du tout ça dans le film. Pratiquement pas. Ça n'a pas marché. Alors, il est là-dedans. Et j'étais très surpris parce qu'ils l'ont montré au festival à Lyon. Et j'étais très surpris d'avoir une grande salle pleine de gens, réagissant d'une manière très, très positive aujourd'hui. Alors, le film, je ne sais pas. Aujourd'hui, il est vu comme beaucoup parlé, même des critiques qui font des critiques sur le coffret, m'ont dit ah, ce film formidable, comment il n'a pas marché et tout. C'est le sort des films. On fait les films comme on a envie de les faire, et puis ils marchent ou ne marchent pas. Mon principe depuis tant d'années, avec mon âge, c'est que le film, il est important de le faire comme on a envie de le faire. Et après, il leur arrive ce qui leur arrive. Je pense toujours à ce mot de Cocteau, qui disait qu'il y a des règles pour faire des succès, mais nous ne les connaissons pas. Et je pense que c'est très bien comme ça. Merci, Monsieur Gavaras. On va donner la parole à la salle, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions pour vous. Oui, on parlait des films qui ont eu peu de succès. Il y en a un auquel je suis très attaché, qui est Annaka. En 1989, j'avais organisé un festival à Nantes où c'était sur l'image de l'avocat dans le cinéma français, et vous aviez été invité et vous n'aviez pas pu venir. Et c'est votre épouse qui m'avait envoyé une petite lettre très très gentille où elle m'expliquait que vous regrettiez profondément de ne pas pouvoir venir, mais que vous étiez occupé à d'autres tournages dans d'autres pays. Et elle m'expliquait que c'était l'un des films auxquels vous étiez le plus attaché et que vous regrettiez beaucoup qu'il n'ait pas eu le succès que vous escomptiez. Et moi je trouve qu'il a en plus une énorme actualité. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce film, de son accueil et aussi de la raison pour laquelle vous y êtes si attaché? C'est vrai que souvent on me demande quel est le film parmi vos films que vous préférez le plus. C'est une réponse très difficile. Alors je dis, voilà, c'est comme dans la vie, quand vous avez des enfants, on aime le plus, c'est l'enfant qui n'a pas réussi dans la vie. Les autres, ils ont fait leur vie, ils réussissent. Alors c'est le cas de Annaka. Pourquoi? Alors, Annaka, il a une essence très particulière. D'ailleurs, dans ces coffrets, j'ai fait cette très longue interview dont vous en parlez pour essayer d'expliquer comment est né chaque film. Parce que très souvent, les gens ont l'impression, ou on me pose la question, vous faites des films politiques, alors ça donne l'impression que moi, je me réveille tout le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire comme film politique. Non. Les films naissent autrement. C'est des passions, du moment précis,
par rapport à une situation, par rapport à ce qui m'intéresse profondément. Et d'ailleurs, j'ai fait très peu de films par rapport à des... J'ai fait une vingtaine de films parce qu'il faut que la passion naisse et que j'écrive le scénario, etc. C'est le cas de ce film. Alors, comment il est né? Je suis un jour... quelqu'un m'a dit, au secrétariat, l'assistante m'a dit, il y a une dame qui vient de Londres et veut vous rencontrer, et ça s'appelle Abir Toukan. Et bon, moi je l'ai rencontré, comme j'ai rencontré beaucoup de monde, et il me dit, moi je suis palestinienne, pourquoi vous ne faites pas un film sur nous? Je dis, parce que c'était une époque épouvantable, parce qu'on pensait que tous les Palestiniens étaient des terroristes, qu'Arafat c'était un horrible terroriste, et que le monde était séparé en deux. Il y avait quelques pro-palestiniens, et puis je ne voulais pas me mêler de ça parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas par quel bout prendre la chose. Il m'a dit, bon, ben, je vais vous envoyer un livre si vous voulez, ou quelques brochures. Je dis, ne m'envoyez pas parce que je préfère un film, j'ai beaucoup travaillé. Oui, il m'a dit, je vous enverrai très peu de choses. Voilà. Puis il est parti. Je me suis dit, voilà, je ne la reverrai plus. Et bien, quelques mois après, elle est revenue. Avec la même façon, très gentille, très souriante. J'ai appris qu'elle était d'une grande famille palestinienne et qu'elle vivait à Londres. Et puis, même discussion. Et puis une troisième fois. Et puis une quatrième fois. Pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Et puis un jour, il y avait un ami palestinien, journaliste, Amnon Kapeliou, qui écrivait au Monde et puis au Monde diplomatique. Je lui dis, Amnon, tu connais toi cette famille? Il m'a dit, oh, c'est une grande famille importante. Il me dit, voilà ce qui arrive. Il me dit, mais oui, pourquoi tu n'as pas un film sur nous? J'ai jamais pensé, pourquoi tu n'en fais pas un film? Je dis, parce que c'est très compliqué votre problème, je ne sais pas par quel bout le prendre. Il me dit, écoute, pourquoi tu ne viens pas en Israël, et puis moi je vais te conduire partout, et en Israël, et de l'autre côté, et au territoire occupé, en Palestine, et tu verras et tu décides. Alors je demandais à mon co-scénariste, Franco Solinas, allons voir. Et puis Amnon, qui était Sabra, qui parlait le français, l'anglais, l'hébreu, l'arabe parfaitement, je ne sais plus quelle autre langue, nous a conduits un peu partout. Nous a montré des familles. On est entré, il frappait à la porte, il y avait une maison détruite, et il frappait à la porte voisine, et il entrait dedans, il le parlait à un, il dit pourquoi cette maison a été détruite et pourquoi. Et les gens expliquaient parce que un des fils a été un peu, il avait des amitiés terroristes, etc. Et puis on a des histoires comme ça. Et on a rencontré aussi, il nous a fait rencontrer des maires palestiniens, celui de Jéricho par exemple, et puis d'autres. Et j'ai découvert un monde palestinien qui n'était pas du tout terroriste. Qui avait des terroristes, naturellement, il y avait même des actes terroristes. Mais les gens que j'ai rencontrés, ils voulaient simplement vivre tranquillement dans la vie, et ils répétaient tous, il faut avoir une patrie palestinienne. Voilà, c'est le principe qui venait sans arrêt, sans arrêt. Et la plupart du temps, un peu comme la jeune femme Abir, il n'y avait pas des adjectifs ou des choses violentes contre les Israéliens. Peut-être qu'il s'est caché, enfin, qu'il se faisait meilleur qu'il n'était, mais enfin, en tout cas, j'ai eu une impression très favorable. De l'autre côté, il m'a amené aussi chez beaucoup d'Israéliens, et j'ai vu beaucoup de gens qui passaient aussi un peu comme les Palestiniens, il faut en finir avec ça, notamment une grande avocate qui s'occupait beaucoup des Palestiniens. Voilà. Et puis, on est rentré avec Solina, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On a discuté beaucoup, et on discutait un tout petit peu, il nous est venu à l'esprit l'idée de ce personnage de Melville, Herman Melville, qui dit, dans une petite nouvelle, moi, c'est en anglais, j'essaie de traduire en bon français là, I don't want to, je ne veux pas, voilà, je ne veux pas faire, voilà, je ne veux pas, non, je ne veux pas, je préfère rester. Et c'est cette idée-là qui nous a conduits. Alors, on a inventé un Palestinien qui a une maison en Palestine, et qu'il vient de l'extérieur clandestinement pour la récupérer avec toutes les preuves que sa maison est à lui. Voilà. Et puis on le prend, on le met à la porte. Et puis il revient. Et puis parallèlement, il y a une femme qui est mariée, une dame qui est mariée avec un Français, Jean-Yann, Jill Clayburgh, qui est juive, et Jean-Yann, son mari, la traite un tout petit peu comme une poupée, parce qu'il est riche, etc. Et elle veut avoir une vie très, très, très forte, très active. Et elle le quitte et va s'installer en Israël. Et par hasard, elle, avec les Palestiniens, elle est avocate, elle commence à exercer le métier d'avocate, on lui donne comme client ces Palestiniens.
Il n'y a pas d'histoire d'amour, mais simplement essaye de comprendre. Voilà, l'histoire, ça déroule là-dessus. Il est encore renvoyé et puis il revient, etc. Et la maison, pour nous, c'était un tout petit peu cette idée de la patrie. Voilà, c'était une métaphore sur la patrie que les Palestiniens voulaient. Bon, à l'époque, il n'était pas question que les Palestiniens aient une patrie. C'était, en fait, mais 3 ou 4 ans après le film, la chose est devenue, enfin, vous vous souvenez tous, la poignée de main à la Maison Blanche. Donc la patrie palestinienne a laissé faire. Et tout le monde est d'accord pour que les Palestiniens aient une patrie, voilà, un pays. Et voilà, le film est tombé à un moment donné, à mon avis, historiquement, un peu à côté de la plaque, parce que personne ne croyait à ça. Et puis, il a bien marché en France, à Paris, après, ça n'a pas été, il n'a pas eu aucune carrière. Et les Américains, Universal, avec qui j'avais fait Missing, ils ont financé en grande partie le film aussi, mais ils n'ont pas sorti non plus. Il est resté un tout petit peu dans les boîtes. Alors, voilà, on a sorti là, les repères. Voilà les rôles, si vous voulez, comment ces films est né. Et comment aujourd'hui, je ne sais pas, on peut le voir d'une autre manière. Moi, je l'ai vu beaucoup, le restaurant, parce que comme il est resté dans les boîtes pendant des années, il fallait retrouver la photo de l'époque et les sons aussi de l'époque. Et moi, je pense que c'est vrai qu'il appartient peut-être à une autre époque, comme film, mais il reste toujours le thème essentiel qu'il faut un pays pour les Palestiniens, chose qui aujourd'hui est acceptée par tout le monde, et même par les Israéliens eux-mêmes. Il y a le rôle de l'avocate aussi, que vous reprenez, enfin le rôle de l'avocate qui est très fort, que vous reprenez dans Music Box d'une façon totalement différente. Mais c'est aussi, dans Music Box, c'est aussi l'avocate qui est le détonateur de tout le film. Oh, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris. Je sais... Oui, absolument. Ça, c'est un autre thème quand même. C'est un autre thème. C'est une avocate, évidemment, mais c'est tout face au problème de son père, et nous sommes toujours face au problème de nos pères. Qui étaient nos pères? Est-ce qu'on sait qui étaient nos pères? C'était, pour nous tous, enfin, je pense pour vous aussi, c'est un personnage formidable qui a été traité bien dans la vie, et puis cet avocat découvre tout peu à peu que son père, c'est un criminel de guerre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, puisque son père est en train d'éduquer son fils, son petit-fils, son jeune fils, et qui risque d'en faire elle ne sait pas quoi en Asie. Alors, est-ce qu'elle le donne à la justice ou pas? Voilà, dilemme. Et elle décide, alors c'est dans le film. Il sera dans le prochain coffret. Mais vous avez raison, on parlait d'avocat, je n'avais pas vraiment pensé, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui m'a toujours préoccupé, c'est d'abord la justice. Je pense que la justice, pour moi, c'est quand même le socle de nos sociétés démocratiques. Sans justice, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. C'est-à-dire, il faut qu'à la base, il y a le grand socle de la justice, et là-dessus se construit la société. Mais avec cette idée que devant la justice, on est tous égaux, et que la justice marche toujours d'une manière juste. Et qu'elle ne juge pas par rapport aux qualités ou à la richesse de l'un des autres, ou à ses beaux yeux, etc. Elle juge vraiment aveuglément, comme vous savez, là, la fameuse balance qu'on met dans les feux. Voilà. Je vois madame qui bouge un peu sa tête, vous avez raison. Malheureusement, ça n'est pas comme ça, pas toujours comme ça. Voilà. Ça devrait, voilà. Ça devrait. Mais je pense que ça doit, il faut, ça devrait. Parce que toutes vos histoires, dans ce coffret, c'est des dénis de justice, en fin de compte. Des dénis de justice. Vous partez de dénis. Oui, on parle de déni de justice, pour montrer qu'il faut la justice, voilà, c'est ça. Absolument. Absolument. Il y a ça pour moi. Ma préoccupation, c'est ça, c'est la justice. Enfin, ce qui m'intéresse comme thème principal, ce qui me touche profondément. Peut-être aussi, la justice et la résistance. Essentielles, les deux choses. Face à l'injustice. Et peut-être parce que aussi, j'ai appris ça en venant en France. Je venais d'un pays qui était la Grèce, à l'époque de la guerre froide, et qu'il n'y avait pas de justice. Il y avait pas, en tout cas, il y avait de la justice qui avait une certaine classe de la société, en tout cas pas celle à laquelle appartenait ma famille, et des millions de Grecs. Et arrivant en France, j'ai découvert qu'il y avait une justice. Bon, je savais à l'époque, je parlais avec des Français, ils me disaient non, c'est pas si bien que ça, etc. Mais enfin, pour moi, c'était la perfection comparativement à ce que je connaissais. Et j'ai découvert aussi que, à la cité universitaire où j'ai vécu, je suis allé très vite à la maison de Province de France, parce qu'à la maison grecque, on parlait que du grec, donc pour apprendre le français, c'était nul. Donc je suis allé en face.
Et je vis que sur la bibliothèque, il y avait tous les journaux, de communistes jusqu'aux royalistes. J'étais dans la grande surprise. Donc c'était cette espèce de liberté, et aussi c'était ce système qui permettait aux étudiants d'étudier gratuitement, sinon ils n'auraient pas pu faire les études, et puis aider les étudiants à être hébergés, à avoir des restaurants bon marché, etc. Et tout ça a fait que je trouvais le pays qui, pour moi, était le pays idéal pour sa jeunesse et puis pour ses citoyens. J'ai eu la chance de pouvoir rester. Et encore une plus grande chance de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire par la suite. Et nous avons la chance de vous avoir. Et vous montrez souvent aussi des personnages de journalistes, évidemment, dans vos films, forcément. La liberté de la presse, c'est un autre point important. C'est l'autre partie, ou plutôt l'autre, comment dirais-je, force, l'autre pouvoir dans la société qui est essentiel aussi pour une société, celle de l'information libre ou de l'information manipulée. Voilà, c'est eux qui, d'une certaine manière certaine même, éduquent le peuple en lui apprenant telle chose d'une manière juste ou d'une manière injuste, etc. Et le peuple, enfin nous, on finit par décider telle ou telle chose parce qu'on est bien formé. Alors quand on est mal formé, tant pis, on fait... Voilà. Je pense qu'il y a cette espèce de... Et puis après, évidemment, vient les autres pouvoirs dans la société. C'est vrai qu'on appelle le deuxième pouvoir. La presse, on l'appelle le deuxième pouvoir. Mais je pense que c'était peut-être même parfois, il y a le premier pouvoir. Une question ? Oui, bonjour. Moi, je voulais évoquer le seul film sentimental de ce coffret, qui est Clair de femme. Je me souviendrai toujours que quand il est sorti, j'avais 16 ans et j'étais ressorti complètement bouleversé par cette histoire. Alors, je voulais savoir justement pourquoi, à ce moment de vos carrières, vous avez décidé de trancher un peu avec tout ce que vous avez fait avant et de faire un film sentimental aussi fort. Et puis, comment est née l'idée de ce film? Et puis aussi beaucoup le souvenir que vous gardez de la sublime Romy. Voilà, un jour, j'ai entendu à la télévision Romain Gary parlant de son livre, Clair de femme, et disant, je connaissais les œuvres de Romain Gary, notamment La vie des Vansois et quelques autres. Il parlait de ce film en disant, de ce livre, en disant que pour moi, l'amour, la façon de profaner le malheur, c'est l'amour. La manière de profaner l'amour. Alors c'est une phrase assez étonnante. Et j'ai pris le livre, je l'ai lu, tout de suite. Et j'ai dit, voilà, là, parce qu'on m'a toujours dit, pourquoi vous ne faites pas un film d'amour? C'est vrai que dans le cinéma, il y a beaucoup de films d'amour. J'ai toujours répondu que si je trouve une histoire extraordinaire, différente des autres, je ferai un film. Mais il faut vraiment qu'elle me touche profondément et que ça ne soit pas une histoire d'amour de plus. Il y en a des très belles dans le cinéma depuis Le Parlant. Et ça m'a beaucoup touché. Je connaissais un peu Romain Gary, j'étais le voir, je savais qu'il déjeunait toujours au restaurant, à la brasserie Lippe, assis comme ça à une table seule. J'étais le rencontré. Je dis bonjour Romain, est-ce que le livre, voilà, je voulais vous parler de Clair de femme. Ah, il me dit c'est un Suisse fou qui a acheté les droits. Mais il me dit, mais il fera ce qu'il veut. Moi, il avait des très mauvaises expériences chez les Américains parce qu'ils avaient fait des films de ses livres en les détruisant complètement. Et il m'a dit, non, c'est fou, alors si ça t'intéresse, va avec lui, fais-le, prends-le. Il me dit, moi, je suis jugé sur mes livres et les films, c'est la responsabilité de ceux qui les font. Bon, j'ai appelé les Suisses et finalement, il a été content que je fasse les films et on a fait les films. Aussi, ça m'intéressait parallèlement parce qu'il y avait un rôle pour mon temps avec qui je voulais travailler. Et puis Romy Schneider aussi, avec qui on s'est dit très souvent il faut qu'on fasse un film ensemble. Voilà. Cette histoire, elle est assez étonnante parce que c'est une histoire d'amour sans être une histoire d'amour. C'est l'histoire de deux personnes qui sont dans un malheur terrible, chacun de son côté, et qui se rencontrent tout à fait par hasard, et que peu à peu, ils s'approchent, et que finalement, l'un essaye d'aider l'autre à sa façon. Et moi, je crois que finalement, il commence à créer une histoire très, très amicale qui finira sûrement en histoire d'amour. Et moi, je pense que l'amour, finalement, c'est l'amour qu'on a pour l'autre, pas pour soi-même. Voilà. C'est ça que montre le film essentiellement. L'amour qu'on a pour celui qu'on aime, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, et parfois quelle qu'elle fasse. Voilà.
et que parfois, même si elle veut partir, ou s'il veut partir, eh ben, l'amour doit continuer pour lui ou pour elle. Voilà. Et c'est ça qui montre dans le film. Enfin, c'est courageux, hein, c'est pas facile. Mais je pense que c'est ce que sous-entend le film. Le livre, il dit pas ça, mais il sous-entend ça. En tout cas, c'est mon interprétation. Et c'est vrai qu'avec ces deux interprètes, c'était vraiment un plaisir immense de travailler, de faire ce film. Et ils ont été tous les deux vraiment à la hauteur de leur talent et des nécessités du livre. Et puis il y avait une chose qui m'amusait beaucoup dans le film, il y avait un Italien qui dressait des chiens. Il y a un petit caniche dans le film et un singe. Et quand il met un passo double, le caniche s'élève, le singe le prend et ils dansent le passo double ensemble. C'était très difficile à faire, mais ça, on l'a fait. C'était la partie un tout petit peu drôle et amusant du film. Mais c'est surtout ces deux personnages et leur malheur qui m'a profondément touché dans ces livres. Voilà comment le film. Et je suis très très content que vous me parliez de ce film, parce que pour moi aussi, c'est un des films que j'aimais beaucoup. Quel souvenir gardez-vous de Romy Schneider? Un très beau souvenir. C'était une personne profondément blessée. Malgré son succès énorme, elle se méfiait beaucoup de tout. Parfois, elle avait entendu, elle m'a avoué ça plus tard, elle avait entendu dans les coulisses la boche, c'est-à-dire un tel ou une telle après la boche, donc elle était assez méfiante. Et il y avait avec le metteur en scène, avait un rapport formidable parce qu'elle écrivait des petits mots sans arrêt, dit pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, et ça fait une relation très très proche. Et ça a été vraiment profondément émouvant. C'est la seule actrice avec qui on a eu ces rapports vraiment. Elle se soumet complètement à l'histoire. Évidemment, c'est que le metteur en scène lui dit quand elle sent que le metteur en scène va dans le sens de l'histoire. Et ça a été on avait dit même qu'on allait retravailler ensemble, mais on n'a pas trouvé notre histoire. Bon, mais merci. Nous sommes obligés de couper pour cette première partie. La deuxième partie aura lieu demain matin. Merci, Monsieur Gavras. Merci beaucoup. Merci. Merci.